Ce tribunal est une blague, hurle l'accusé. Puis il expose les pouces de vin du juge. Elias Thorne sentit le silence pesant de la salle d'audience s'abattre sur lui dès qu'il franchit les imposantes portes en chêne sculpté. Chaque craquement de ses chaussures sur le sol en marbre poli résonnait comme l'annonce de sa fin imminente. Un conte à rebours glaçant vers un sort qu'il savait immérité. Il était un homme habitué à la précision des schémas d'ingénierie, au flux prévisible des algorithmes, à un monde fondé sur la logique et des vérités mesurables. À présent, il se retrouvait à la dérive dans le labyrinthe trompeur des procédures judiciaires. Un royaume où la vérité semblait une marchandise malléable et la justice un idéal lointain, souvent inaccessible. 2 semaines plus tôt, sa vie était une symphonie méticuleusement réglée, chaque note à sa place, un mélange harmonieux de travail exigeant, de soirées tranquilles et du rythme réconfortant de la routine. À présent, c'était une cacophonie d'accusations, un paysage sonore discordant de mensonges fabriqués et d'indignation publique. Les accusations, fabriquées de toutes pièces et machiavéliquement fabriquées, le présentaient comme l'architecte d'un effondrement catastrophique de ponts, une catastrophe qui avait coûté la vie à des innocents et brisé la confiance du public en tout ce qu'il considérait comme sacré dans sa profession. Il savait, avec une certitude inébranlable qui lui serrait le cœur et lui serrait la poitrine, qu'il n'était qu'un bouc émissaire commode, un pion dans un jeu plus vaste et invisible, un agneau sacrificiel offert pour apaiser une population furieuse et protéger des intérêts bien plus puissants. Son avocat, Arthur Finch, un avocat commis d'office au regard las, dont les costumes semblaient toujours trop grands, lui adressa un faible sourire rassurant, un geste qui ne parvint guère à apaiser l'anxiété grandissante d'Elias. C'était un sourire maîtrisé, un petit réconfort offert dans un lieu conçu pour offrir peu. Le regard d'Elias parcourut la salle d'audience, une pièce qui lui parut soudain plus petite, étouffante, avec ses plafonds imposants et ses textes juridiques pesants. Son regard se posa sur le visage sévère et inflexible du juge Alistair Vance, un homme dont la réputation de sévérité sans faille n'avait d'égal que les murmures étouffés de sa richesse particulière et inexplicable, une richesse qui semblait bien excéder le modeste salaire d'un juge de carrière. L'accusation, menée par le procureur Marcus Blackwood, impeccablement vêtu et d'une assurance agressive, se tenait devant le jury, incarnation d'une indignation justifiée. Blackwood avait monté un dossier méticuleusement élaboré à partir de preuves indirectes, de liens ténus et de témoignages obtenus sous la contrainte, le tout destiné à dépeindre Elias comme un professionnel imprudent et négligent, un homme dont l'orgueil avait conduit à une tragédie inimaginable. Chaque mot prononcé par Blackwood résonnait comme un ciseau érodant l'identité même d'Elias, le redéfinissant aux yeux du public comme un méchant. Les pensées d'Elias, malgré l'intensité du moment, remontaient à l'interrogatoire initial, un flou de lumière fluorescente et de questions incessantes. Il se souvenait des menaces subtiles, des conséquences implicites, de la constatation glaçante que, quoi qu'il dise, malgré le sérieux avec lequel il expliquait les détails techniques, l'issue avait déjà été prédéterminée dans un bureau obscur, par des mains invisibles. Il se souvenait des appels téléphoniques désespérés et suppliants à sa famille, du désespoir creux dans la voix de son frère, tandis qu'Elias tentait de lui faire comprendre l'injustice surréaliste de la situation. Il ressentait à nouveau le poids écrasant de savoir qu'il était pris dans un système conçu, non pas pour la vérité, mais pour l'opportunisme. Un système capable d'écraser l'innocent aussi facilement qu'il punit le coupable. Le premier jour du procès, quelques jours seulement auparavant, mais qui lui semblait une éternité, avait été un mélange désorientant de jargon juridique, de regards hostiles de la galerie et de l'examen constant et perçant du jury. Chaque instant l'entraînait un peu plus loin dans un abîme de désespoir, le tirant inexorablement vers un verdict qu'il se sentait impuissant à empêcher. Les murmures des huissiers, le froissement des papiers, les murmures des spectateurs, chaque son semblait amplifié, contribuant à la terreur grandissante qui lui serrait l'estomac, une pression incessante et suffocante.
Il agrippa les bords usés de la table de la défense, les jointures blanches, protestant silencieusement contre la machine d'injustice qui le broyait. Le procès poursuivait son sombre cortège, dévoilant chaque jour des couches de vérité fabriquées pour révéler les entrailles d'un système corrompu qui semblait imprégner chaque recoin de cette ville. Elias observait, horrifié et de plus en plus écœuré, les témoins les uns après les autres. Des hommes qu'il avait autrefois respectés et côtoyés dans le monde exigeant du génie civil, montés à la barre pour déformer leurs récits, évitant systématiquement le sien du regard, tandis qu'ils récitaient des mensonges soigneusement répétés. Il reconnaissait la peur palpable gravée sur leur visage, les subtils tremblements dans leur voix, signe que leur témoignage n'était pas le fruit d'une conviction ou d'une adhésion à la vérité, mais d'une contrainte si profonde qu'elle l'emportait sur leur conscience. Chaque déclaration fabriquée lui semblait une nouvelle blessure, aggravant son désespoir. Arthur, malgré sa lassitude initiale et la rude bataille qu'il menait manifestement, se battait vaillamment, ses arguments étant précis et tranchants. Il s'attaqua sans relâche au récit fragile de l'accusation, révélant les incohérences dans leur chronologie et soulignant l'absence flagrante de preuves concrètes et irréfutables reliant directement Elias à la négligence présumée. Arthur souligna l'invraisemblance statistique de leurs affirmations, sa voix s'affirmant de plus en plus à chaque analyse logique des démonstrations théâtrales de Blackwood. Cependant, chaque petite avancée, chaque instant où Arthur parvenait à marquer un point, se heurtait à une contre-manœuvre immédiate, presque imperceptible, du juge Vance. Avec une aisance éprouvée qui suggérait un mécanisme bien huilé, le juge soutenait systématiquement les objections de l'accusation, interrompant Arthur au milieu d'une phrase, et rejetait les siennes, faisant pencher la balance de la justice subtilement mais définitivement à chaque décision judiciaire. C'était un ballet de manipulation juridique, destiné à garantir que la version de l'accusation ne soit pas contestée par une enquête sérieuse. Elias, bien que coincé dans le fauteuil de l'accusé, devint un observateur avisé des dynamiques cachées de la salle d'audience. Il remarqua la façon dont le regard du juge se posait parfois, presque imperceptiblement, vers un coin précis de la salle. Là, toujours présent, mais ne reconnaissant jamais ouvertement qui que ce soit, était assis un homme vêtu d'un costume sombre impeccablement coupé, une figure d'autorité discrète, presque menaçante. Cet homme, Elias l'apprit grâce aux murmures étouffés échangés entre Arthur et son assistant juridique pendant les suspensions d'audience, était un associé notoire de politiciens puissants et intouchables et de hauts responsables des forces de l'ordre, un intermédiaire de l'ombre. L'atmosphère de la salle d'audience se chargea de tensions inexprimées, une bataille silencieuse se déroulant sous le vernis du décorum juridique et les déclarations creuses de la justice. Elias ressentit un désespoir grandissant, une prise de conscience terrifiante et suffocante. Son sort n'était pas véritablement entre les mains de la justice ou de l'intégrité de la jurisprudence, mais entre les griffes d'hommes qui opéraient en marge de la loi, tirant les ficelles dans l'ombre. Il comprit alors que ce procès n'était qu'une mise en scène, une exécution publique destinée à protéger une conspiration bien plus vaste et insidieuse. Cette pensée était une certitude absolue, glaçante. Puis, par un après-midi particulièrement tendu, l'air de la salle d'audience chargé d'une odeur de vieux papier et d'une anxiété contenue, tandis que le procureur Blackwood prononçait un résumé particulièrement accablant et théâtral de leur dossier fabriqué, dépeignant Elias comme un monstre de négligence, Elias, la voix éraillée par une fureur contenue, et une vie d'intégrité bouillonnant violemment à la surface, n'en pouvait plus. Le poids de l'injustice, des mensonges éhontés, de la complicité du tribunal, devinrent insupportables. Il frappa violemment la table de l'accusé avec une force qui fit gémir le chêne massif. Le craquement sec du son résonna dans la salle d'audience silencieuse et stupéfaite, interrompant instantanément la voix tonitruante de Blackwood. « Ce tribunal est une plaisante !» hurla-t-il, sa voix brisée par l'émotion, brute et indomptée, résonnant d'années de frustration contenue et de colère justifiée.
Il poursuivit alors la force de ses mots comme un coup physique. Puis il dénonce les corruptions du juge. Il pointa un doigt tremblant et accusateur directement vers le juge Vance, ses yeux flamboyants d'une indignation vertueuse qui réduisit momentanément la salle au silence, attirant toute l'attention sur le juge troublé. Chaque personne présente, du jury aux spectateurs, ressentit le bouleversement des débats. Il y a 2 semaines, poursuivit Elias, la voix plus forte, chaque mot posé et empreint d'une conviction inébranlable. Une source, un ancien greffier déçu par la corruption omniprésente qui gangrène ce tribunal, m'a contacté. Il m'a envoyé des preuves irréfutables, des registres numériques détaillant des paiements illicites, des virements bancaires cryptés, des communications accablantes et même des conversations enregistrées, détaillant précisément comment le juge Vance a été à la solde de Sterling Developments pendant des années. Ce même Sterling Developments qui, grâce à ses agissements douteux, a obtenu le contrat pour le pont. Ce même Sterling Developments qui a systématiquement rogné sur les coûts, utilisé des matériaux de qualité inférieure et dangereux, et ce même Sterling Developments dont les dirigeants sont aujourd'hui en liberté parce qu'ils ont payé pour se soustraire à la justice. La salle d'audience a immédiatement sombré dans un chaos frénétique. Des halètements et des cris ont empli l'air, une cacophonie de choc et d'indignation. Les jurés se sont penchés en avant, les yeux écarquillés, certains chuchotant entre eux. Les journalistes se sont précipités sur leurs stylos, le visage illuminé par le parfum d'une nouvelle scandaleuse et incendiaire. Les agents de sécurité, d'abord stupéfaits, ont commencé à s'avancer, rapides et déterminés, vers Elias, hésitant entre l'appréhender ou simplement contenir le chaos grandissant. Le visage du juge Vance, habituellement un masque d'autorité stoïque, s'est déformé de manière grotesque, mêlant choc, fureur et une terrifiante lueur de peur. Son marteau est tombé sur son bureau avec un bruit sourd et pathétique, noyé par la clameur grandissante. La façade d'impartialité soigneusement construite s'était effondrée, révélant l'horrible vérité cachée. Immédiatement après l'explosion tonitruante d'Elias, le désordre s'est emparé de lui, une tempête chaotique de cris, de halètements et de pas précipités. Le juge Vance, visiblement profondément ébranlé, son sang-froid habituel brisé, tenta d'une main tremblante de reprendre ses esprits, d'une voix rauque et rauque, menaçant la salle d'outrage. Mais l'autorité de ses déclarations s'était évaporée, et le doute profond s'était profondément ancré, non seulement dans l'esprit des spectateurs médusés, mais bien plus crucialement au cœur même du jury. Leur visage, qui, quelques instants auparavant, était un mélange d'ennui et de solennité judiciaire, s'illuminait maintenant d'un mélange de choc, de confusion et de suspicion naissante. Arthur Finch, l'avocat commis d'office d'Elias aux yeux las, parut d'abord aussi stupéfait que les autres, figé un instant par l'audace de l'acte d'accusation publique de son client. Cependant, son instinct juridique, aiguisé par des années de lutte contre vent et marée, reprit rapidement le dessus. Il retrouva son sang-froid avec une rapidité remarquable et, avec une vigueur retrouvée qui le surprit lui-même, exigea immédiatement une enquête complète et transparente sur les allégations explosives d'Elias. La voix d'Arthur, résonnant désormais avec une force inhabituelle, invoqua le droit indéniable du public à un procès équitable et impartial, insistant sur les principes fondamentaux de la justice, qui venaient d'être si effrontément remis en cause. Ce changement soudain et radical de discours provoqua une onde de choc immédiate et sismique dans tout le système judiciaire, se répercutant bien au-delà des limites de cette seule salle d'audience. En quelques heures seulement, la nouvelle des allégations électrisantes d'Elias se répandit comme une traînée de poudre, alimentée par les reportages haletants des journalistes témoins de la scène et plus rapidement encore par des fuites anonymes qui trouvèrent un terrain fertile sur les réseaux sociaux. L'affaire, initialement confinée au cercle juridique, a dégénéré en scandale national, se propageant sur toutes les plateformes, déclenchant de vifs débats et exigeant une attention immédiate.
l'homme au costume impeccablement coupé, jusque-là silencieux et énigmatique dans le coin du tribunal, était désormais publiquement identifié comme Silas Croft. Un haut fonctionnaire politique connu pour ses liens étroits avec des personnalités influentes. On l'a vu téléphoner à voix basse et frénétiquement dans le couloir du tribunal, le visage voilé d'une panique à peine dissimulée, son sang-froid habituel complètement anéanti. Il allait et venait, passant de temps en temps une main dans ses cheveux parfaitement coiffés, ses paroles murmurées révélant un sentiment croissant de désespoir et d'urgence. Il est devenu dévastateur pour tous les observateurs. Les accusations d'Elias n'étaient pas un simple appel désespéré d'un homme acculé, mais une révélation méticuleusement orchestrée, minutieusement programmée pour un impact maximal, destinée à révéler la corruption profondément ancrée au cœur du système. Un flashback, 2 semaines auparavant, expliquait la genèse de cette attaque calculée. Elias avait reçu un colis anonyme et sans prétention, livré discrètement à sa porte. À l'intérieur, niché entre plusieurs couches de mousse protectrice, se trouvait un téléphone prépayé flambant neuf, dont le contenu était une véritable boîte de Pandore de documents accablants. Le trésor comprenait des copies numériques méticuleusement organisées de registres détaillant des transactions financières illicites, des communications interceptées, des messages cryptés et des conversations enregistrées dont les implications étaient voilées, et même quelques photos granuleuses, mais indéniablement compromettantes, du juge Vance rencontrant discrètement, souvent tard le soir, divers dirigeants de Sterling Developments dans des lieux isolés et cossus. L'expéditeur anonyme, se désignant simplement comme « vigilant » dans une série de messages cryptés qui ont suivi, avait expliqué ses motivations. Il s'agissait d'un ancien employé mécontent de Sterling Developments, un homme dont la conscience avait finalement cédé sous le poids immense de la corruption omniprésente de l'entreprise et de l'injustice flagrante de la condamnation imminente d'Elias. Il avait méticuleusement rassemblé ses preuves au cours de nombreux mois difficiles, risquant sa carrière, sa liberté, et peut-être même sa vie, animé par une détermination solitaire et inébranlable à révéler la vérité et à faire tomber les puissants qui opéraient au-dessus des lois. Cette livraison clandestine, cette alliance secrète avec Vigilant, était la raison pour laquelle Elias avait enduré ce procès atroce, la raison pour laquelle il n'avait pas immédiatement révélé ces informations accablantes. Il avait besoin du moment idéal, d'une scène publique d'une importance indéniable, où les puissants ne pourraient pas simplement balayer les révélations sous le tapis, où la vérité résonnerait trop fort pour être ignorée. Il avait joué un jeu risqué et long, endurant humiliation et désespoir, tout cela pour ce moment de vérité singulier et explosif. Les plus hautes sphères du pouvoir, du bureau du procureur, désormais sous le regard attentif du public, à la résidence du gouverneur, sous le coup d'un scandale imminent, commencèrent à exercer une pression immense, sans précédent. Les appels à une annulation immédiate du procès affluèrent devant les tribunaux, souvent émanant de sources anonymes mais influentes. On exigea le rejet immédiat des accusations incendiaires d'Elias, qualifiées de calomnies infondées, et on suggéra même, avec horreur, une évaluation mentale immédiate d'Elias, une tentative insidieuse de discréditer son témoignage en mettant en doute sa santé mentale. Les relations publiques s'activèrent, tentant de contrôler la situation, publiant des déclarations soigneusement formulées sur l'intégrité du processus judiciaire. Mais le public, galvanisé par l'audace des affirmations d'Elias et la force convaincante de sa conviction, percevant la vérité crue dans son éclat, refusa de se laisser influencer. Il exigea des réponses. Sa voix collective s'éleva comme un rugissement assourdissant qui résonna dans toute la ville et au-delà. Le récit avait irrévocablement changé, transformant Elias d'accusé au nid, dépeint comme l'architecte du désastre, en un lanceur d'alerte courageux, un héros réticent dévoilant courageusement une conspiration profonde et insidieuse qui touchait au cœur même de leur gouvernement. Le système, autrefois si confiant dans sa façade impénétrable, se retrouve désormais confronté à un jugement de l'intérieur. Les jours qui suivirent la révélation fracassante d'Elias
furent une bataille acharnée pour le contrôle du récit, une guerre menée autant devant l'opinion publique que dans l'arène judiciaire. Des officiers supérieurs de la police d'État et des politiciens influents, dont beaucoup entretenaient des liens étroits et incriminants avec Sterling Developments et le système judiciaire tentaculaire et corrompu, lancèrent immédiatement une action concertée et agressive pour discréditer Elias et supprimer les preuves explosives qu'il avait présentées. Ils agissaient avec une efficacité glaçante et synchronisée, telle une meute de prédateurs encerclant sa proie blessée. Le général Alistair Finch, un homme connu non seulement pour ses états de service décorés, mais aussi pour ses tactiques notoirement impitoyables et sa loyauté indéfectible envers le pouvoir, se présenta comme l'un de leurs principaux chiens d'attaque. Il apparut sur les principales chaînes d'information le visage marqué par une inquiétude feinte, rejetant publiquement les affirmations d'Elias comme n'étant rien d'autre que les délires désespérés d'un homme déstabilisé par le stress de son procès. Le général Finch est même allé jusqu'à évoquer une possible dépression nerveuse, suggérant subtilement que les accusations d'Elias étaient le fruit d'illusions plutôt que de vérité. Ces propos, prononcés avec une gravité maîtrisée, visaient à semer le doute et la peur, espérant saper la crédibilité des allégations d'Elias avant qu'elles ne prennent pleinement racine. Au même moment, le gouverneur Maxwell Thorne, sans lien de parenté avec Elias, orateur charismatique et au discours enjôleur, doté d'une capacité étonnante à apaiser les inquiétudes du public, est apparu à la télévision nationale, la voix calme et rassurante. Il a appelé au calme face au tollé grandissant, assurant le public avec une confiance inébranlable que le système judiciaire, malgré les récentes allégations sensationnelles, était incontestablement solide et capable de s'autocorriger. Ces paroles raffinées visaient à restaurer la confiance dans les institutions mêmes, désormais assiégées, et à apaiser la vague croissante d'indignation publique. En privé, cependant, derrière les portes closes de bureaux cossus et de salles de réunion silencieuses, les rouages du pouvoir grondaient sans relâche, faisant preuve d'une impitoyabilité qui démentait leur image publique. Arthur Finch, l'avocat d'Elias, vit son modeste cabinet subitement et inopinément scruté. Ses dossiers, certains remontant à des décennies, furent méticuleusement examinés par des entités bureaucratiques apparemment anonymes. Ses licences professionnelles, fondement même de sa carrière, furent subtilement mais clairement menacées, des traces d'infractions mineures datant de plusieurs années refaisant surface avec une précision alarmante. Le message était clair, un avertissement glaçant, délivré sans un seul mot. Reculez, ou vous perdrez tout. La pression était immense, destinée à isoler Elias et à le priver de son dernier allié. Pendant ce temps, la source anonyme, vigilant, pressentant le danger accru et l'intensification des poursuites, garda le silence. Ses messages cryptés cessèrent, son empreinte numérique disparut, laissant Elias et Arthur seuls face à l'assaut écrasant, se sentant de plus en plus isolés face à un ennemi invisible et omniprésent. Le lien, autrefois vital, avait été rompu, laissant place à l'incertitude. Cependant, les preuves présentées par Elias, bien que non encore officiellement vérifiées par les canaux officiels, avaient déclenché une tempête de feu indéniable. Leur vérité crue et sans phare trouva un écho profond auprès d'un public avide de justice. Des journalistes indépendants, pressentant une histoire aux proportions monumentales, susceptible de révéler la corruption au plus haut niveau, lancèrent aussitôt leurs propres enquêtes passionnées. Ils fouillèrent sans relâche les archives financières labyrinthiques du juge Vance, suivant des pistes financières menant à des comptes offshore et à des sociétés écrans. Ils se penchèrent sur les transactions commerciales troubles de Sterling Developments, découvrant un réseau complexe de transactions intraçables, de bénéficiaires cachés et un schéma flagrant de contributions électorales importantes et suspectes, alimentant les caisses de personnalités politiques clés supervisant les travaux publics. Projet. Les informations qu'ils ont exhumées, bien que fragmentées au départ,
ont commencé à se condenser en un acte d'accusation accablant. La pression s'est inexorablement accrue sur le juge Vance, dont le sang-froid habituellement inflexible a commencé à montrer des signes indéniables de faiblesse sous l'intense surveillance du public et des journalistes. Ses apparitions publiques, autrefois fréquentes et assurées, sont devenues plus rares, presque inexistantes, comme s'il cherchait à disparaître de la scène publique. Ses déclarations, lorsqu'il les faisait, étaient nettement plus hésitantes, empreintes d'une incertitude nouvelle et inhabituelle. La salle d'audience, autrefois sa forteresse impénétrable où il régnait en maître, ressemblait désormais moins à un sanctuaire de justice qu'à une cage dorée, sous le regard impitoyable du monde entier, scrutant chacun de ses mouvements. Chaque tressaillement, chaque mouvement nerveux, la peur palpable dans les yeux des témoins qui avaient déposé contre Élias plus tôt dans le procès s'est sensiblement accrue. Ils savaient, avec une certitude qui devait leur retourner l'estomac, que leurs mensonges soigneusement élaborés étaient désormais exposés, mis à nu aux yeux de tous. La vérité, aussi gênante soit-elle, aussi accablante soit-elle pour leur propre complicité, commençait à émerger lentement mais inexorablement, telle une marée montante. Les hauts fonctionnaires corrompus et les politiciens influents, cependant, étaient loin d'abandonner leur pouvoir bien établi. Leur vaste réseau d'influence et leurs poches bien garnies assuraient une lutte acharnée et inflexible. Ils intensifièrent leur tactique, recourant à des mesures de plus en plus désespérées et insidieuses. Des menaces voilées contre la famille d'Élias commencèrent à se matérialiser. Appels téléphoniques anonymes tard dans la nuit, véhicules étranges garés près du domicile de son frère, messages inquiétants transmis par des intermédiaires. Ces actes d'intimidation calculés créèrent une atmosphère constante et tenace de peur et de désespoir dans la lutte déjà acharnée pour la justice, rappelant à Élias et Arthur que leurs adversaires ne reculeraient devant rien pour protéger leur empire illicite. La bataille était loin d'être terminée. Elle était simplement entrée dans une phase plus dangereuse et obscure. La marée, qui avait si longtemps menacé de noyer Élias dans ses flots d'injustice, commença enfin à tourner, propulsée par la quête acharnée de la vérité, menée par le journalisme d'investigation indépendant et le travail discret, persistant et inflexible d'Arthur Finch. Les documents divulgués, autrefois de simples fragments d'accusation, associés aux enquêtes indépendantes en plein essor qui suivirent chaque piste avec une ténacité inébranlable, commencèrent à se fondre dans un tableau irréfutable et indéniable d'une corruption systémique si vaste et complexe qu'elle semblait piéger tous les piliers de l'autorité. Chaque transaction financière, chaque message crypté, chaque réunion suspecte s'imbriquait désormais, formant une mosaïque accablante. Une preuve particulièrement accablante, un appel téléphonique enregistré subrepticement entre le juge Vance et un haut dirigeant de Sterling Developments refit surface grâce à une fuite anonyme auprès d'un important média. L'enregistrement audio, clair et glaçant, captait une discussion informelle, presque habituelle, sur d'importants frais de facilitation, spécifiquement pour le lucratif contrat de construction du pont, ne laissant aucune place au doute ni à la réinterprétation de son caractère illicite. La voix du juge, autrefois symbole de l'autorité judiciaire, résonnait désormais comme celle d'un vulgaire conspirateur. Le tollé public, alimenté par cette preuve définitive, atteignit son paroxysme, passant d'un chœur dispersé de murmures à une demande unifiée et tonitruante de responsabilité. Des manifestations éclatèrent devant les palais de justice et les bâtiments gouvernementaux, leurs chants faisant écho à l'indignation ressentie à travers le pays. Face à des preuves aussi irréfutables et à une pression publique et médiatique écrasante et insurmontable, le système judiciaire, initialement résistant et obstinément protecteur de ses propres intérêts, commença à craquer sous le poids immense de sa propre corruption, longtemps purulente. La façade d'impartialité méticuleusement entretenue s'effondra, révélant son noyau hideux et maladif. Le juge Vance,
dont la carrière autrefois glorieuse et la réputation méticuleusement cultivée étaient désormais complètement ruinées, son nom synonyme de trahison et de transactions illicites, fut formellement inculpé de multiples chefs d'accusation de corruption et d'entrave à la justice. Sa chute ne fut pas seulement une conséquence juridique. Elle devint un symbole frappant et indéniable de la corruption profonde des institutions, même censées faire respecter la justice. Le général Alistair Finch, l'impitoyable chef de police, et le gouverneur Maxwell Thorne, l'orateur à la voix doucereuse, tous deux irrémédiablement impliqués par les preuves irréfutables de leur tentative d'obstruction à la justice et par leurs liens financiers clairs et documentés avec Sterling Developments, se retrouvèrent soudain pris au piège d'une toile de leur propre fabrication. Ils furent immédiatement confrontés à des enquêtes intenses, leur avenir politique s'évaporant sous leurs yeux, et les appels à leur destitution retentirent dans les couloirs du pouvoir législatif. L'empire qu'ils avaient si soigneusement bâti s'effondrait rapidement autour d'eux. Les répercussions de l'acte de défi courageux et unique d'Elias s'étendirent bien au-delà de son cas individuel, créant une vague transformatrice qui balaya toute la région. L'effondrement catastrophique du pont, initialement attribué à tort uniquement à une défaillance technique et à la prétendue négligence d'Elias, était désormais méticuleusement réexaminé sous l'angle impitoyable de la négligence des entreprises, des fautes professionnelles et de la corruption systémique. Les équipes d'enquêteurs ont réexaminé les décombres, non pas pour déceler les erreurs d'Elias, mais pour mettre au jour la mauvaise qualité du travail et les matériaux de qualité inférieure utilisés délibérément par Sterling Development, le tout avec l'aval des autorités mêmes faisant l'objet de l'enquête. De nouvelles enquêtes de grande envergure ont été lancées avec vigueur sur d'autres projets de travaux publics approuvés pendant le mandat du juge Vance. Ces investigations ont rapidement révélé un réseau tentaculaire et interconnecté de transactions illicites, de pots de vin et de contrats compromis similaires, révélant un système de corruption généralisée qui avait détourné des millions de dollars des caisses publiques et mis en danger d'innombrables vies. L'ampleur du problème était stupéfiante, touchant presque tous les grands projets d'infrastructure de la dernière décennie. Elias Thorne, bien que finalement innocenté et blanchi de toutes les accusations, était un homme fondamentalement transformé. Cette épreuve douloureuse l'avait dépouillé de sa naïveté juvénile, remplacée par une détermination aguerrie et une compréhension profonde et indélébile de la fragilité de la justice. Il portait les cicatrices de cette expérience, non seulement dans sa mémoire, mais aussi dans sa vision du monde, un changement permanent de perspective. Il sortit du creuset de l'injustice non pas amer, mais transformé, devenant un défenseur improbable, mais puissant, d'une réforme judiciaire globale. Il prêta sa voix éloquente et son indéniable crédibilité au mouvement populaire, militant pour plus de transparence, des règles éthiques plus strictes et une responsabilité sans faille au sein du système judiciaire. Son histoire personnelle devint un cri de ralliement, un témoignage du pouvoir de la vérité contre un pouvoir établi. Les hommes qui avaient cherché à le détruire, les officiers supérieurs et les politiciens influents qui avaient exercé leur pouvoir avec une impunité si arrogante, devaient désormais faire face à leur propre jugement. Certains, persuadés de la gravité de la situation, ont choisi de démissionner dans la honte, leur carrière s'achevant non pas avec fracas, mais dans un gémissement de honte. D'autres, s'accrochant à leur pouvoir jusqu'au dernier moment, ont dû faire face à des poursuites pénales rapides et à des procès publics, leurs photos faisant la une des journaux. Tous, sans exception, ont perdu la confiance et le respect du public qu'ils avaient juré de servir, leur héritage étant à jamais souillé par leur cupidité et leur corruption. Le tribunal, autrefois scène stérile et impersonnelle de vérités fabriquées et d'intentions cachées, est devenu le symbole d'un système qui se purifiait lentement, douloureusement, mais indéniablement, se débarrassant de ses couches malades dans une tentative désespérée de restaurer son intégrité. Elias Thorne, l'innocent bouc émissaire, était devenu, par son unique acte de vérité provocateur,
le catalyseur inattendu d'un changement profond et durable, brisant pierre après pierre un empire de corruption ancien et apparemment impénétrable.